En 2021, un drame atroce a eu lieu aux États-Unis. 8 personnes ont perdu la vie après avoir été violemment attaquées par un jeune garçon appelé Brandon Hall de seulement 20 ans. Comment un jeune garçon a pu en venir à prendre les armes et à commettre l'irréparable? C'est ce que nous allons essayer de comprendre et d'analyser au sein de cette vidéo. Pour tout savoir sur la triste histoire de Brandon Hall et de ses victimes, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se lance dans une affaire qui est un petit peu différente de d'habitude. Vous le savez, le plus souvent sur ma chaîne, je parle des victimes, de la vie de ces victimes, mais ici, on va faire un petit peu le contraire et on va parler de ce jeune garçon qui en est venu à commettre une tuerie de masse. Je trouvais que pour une fois et pour ce cas précis, faire le contraire et s'intéresser au bourreau pouvait être intéressant. Par contre, chose très importante que j'ai envie de vous dire au début de cette vidéo, c'est que c'est pas parce qu'on va parler de la vie difficile de ce jeune garçon, qu'on va parler de tous les traumatismes qu'il a pu avoir, de toutes les difficultés qu'il a pu avoir, qu'on excuse ce qu'il a fait. On va juste parcourir sa vie, essayer de comprendre comment il en est arrivé là et voir aussi comment ses proches ont géré la situation, comment le système médical a pu lui venir en aide ou pas et comment l'État, la police a pu elle aussi lui venir en aide ou pas, encore une fois. Mis à part ça, avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui s'abonneront. N'hésitez pas non plus si vous avez envie de venir me suivre sur mon compte Instagram. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Brandon Hall est né le 20 août 2001 aux États-Unis, dans la ville d'Indianapolis, dans l'État de l'Indiana. Sa maman, Sheila, le décrivait comme un petit garçon joyeux qui adorait la pêche et les montagnes russes. Malheureusement, alors qu'il n'avait que 3 ans, son père a mis fin à ses jours et après ça, Brandon a semblé changer. Par contre, je le précise quand même, mais avant la mort de son père, tout n'était pas tout rose pour autant dans sa famille. Brandon avait souvent été témoin de violentes disputes entre ses parents et clairement le climat familial était assez tendu. Sa mère, Sheila, avait essayé de partir à plusieurs reprises mais à chaque fois, son père lui faisait du chantage en disant que si elle partait, eh bien, il mettrait fin à sa vie. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé en 2004. Comme je vous l'ai dit, Brandon avait 3 ans quand son père est décédé. C'était en fait un voisin qui avait retrouvé son corps inanimé dans le jardin. Il avait mis fin à ses jours dehors, mais pas à l'intérieur de la maison. Et c'est vrai que ça a été un gros chamboulement dans la vie de Brandon. Il n'avait que 3 ans, mais c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. D'ailleurs, sa maman a commencé à remarquer chez lui de nouveaux comportements étranges. Par exemple, à seulement 4 ans, il accordait une grande importance aux routines. Et si jamais ces routines étaient un petit peu chamboulées, qu'il mangeait pas à la même heure, qu'il se levait pas au même moment, eh bien, il commençait à avoir de grosses palpitations. Et puis, il montrait aussi des signes de dépression, même s'il était encore qu'un jeune enfant. Ce qui est aussi assez perturbant, c'est que très vite, il s'était mis à menacer sa maman de faire ce que son père avait fait, c'est-à-dire de mettre fin à ses jours. À 4 ans, clairement, peu d'enfants ont ce genre de pensée et c'est vrai que très vite, Brandon s'est retrouvé en marge des autres petits garçons de son âge. Malheureusement, les choses n'ont pas du tout été en s'améliorant et à mesure que Brandon grandissait, sa dépression et son comportement s'empiraient. Il faisait de grosses crises de colère et avait des manies un petit peu étrange. Par exemple, il exigeait de porter parfois 3 shorts les uns au-dessus des autres. C'était comme un petit peu des tocs, comme le besoin de contrôler certaines choses, même si ça le faisait faire des choses un petit peu étranges. Sa mère expliquerait également que lorsqu'il regardait la télévision, il s'asseyait et puis il se balançait un petit peu d'avant en arrière comme ça. Voilà, c'est des comportements qui peuvent être assez alarmants chez un enfant. Ça se voyait en soi qu'il souffrait, ça se voyait qu'il avait de gros problèmes de santé mentale. À ses 10 ans, il a alors vu un professionnel qui lui a finalement diagnostiqué un trouble obsessionnel compulsif, un trouble du comportement perturbateur, ce qui expliquait donc ses crises de colère, et un trouble d'anxiété généralisée. On lui a alors prescrit un médicament qui était censé l'aider et il devait prendre 5 mg de Lexapro tous les jours.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de médicament, c'est un médicament qui est couramment prescrit pour traiter la dépression et l'anxiété, mais généralement chez les adultes. C'est donc pour ça que Brandon devait prendre une plus petite dose. En tout cas, après ça, une année va encore s'écouler et les choses ne vont pas du tout s'améliorer. En 2012, alors que Brandon avait 11 ans, il a commis son tout premier crime violent contre sa propre mère. À cette époque, Sheila, donc la maman, avait retrouvé quelqu'un dans sa vie et avait donc un petit ami. Ce jour-là, il faisait beau et ce petit ami jouait avec Brandon à s'arroser avec de l'eau, mais les choses vont finalement mal tourner. Le petit ami de Sheila a à un moment donné aspergé Brandon avec le tuyau d'arrosage et il a semblé d'un coup très mal le prendre. Brandon avait alors fait une crise de colère et s'était enfermé dans la salle de bain. Sheila s'était donc précipitée vers la porte de la salle de bain, elle avait toqué encore et encore, elle demandait à son fils de sortir ou alors seulement de lui ouvrir parce que clairement elle avait peur qu'il se fasse du mal. Il avait très souvent un comportement assez autodestructeur, il menaçait souvent de mettre fin à ses jours et donc là, le savoir enfermé dans la salle de bain sans personne, évidemment, Sheila avait très peur. Mais voilà, à un moment donné, Brandon a ouvert la porte et d'un coup, il s'est jeté sur sa maman et a commencé à la rouer de coups. D'ailleurs, Sheila est vite tombée par terre et Brandon a continué en lui donnant des coups de pied, malgré le fait que sa maman le suppliait d'arrêter et criait à l'aide. En fait, c'était comme si Brandon avait une énorme colère au fond de lui et que d'un coup, tout avait pété. Pour vous dire, il a même été jusqu'à mordre sa mère. D'ailleurs, après avoir roué sa mère de coups, Brandon avait été chercher 2 couteaux de cuisine et était sur le point de s'en servir contre sa mère. Heureusement, entre-temps, le petit ami de Sheila avait appelé la police et les agents étaient arrivés à temps et avaient maîtrisé Brandon avant qu'il ne puisse se servir de ses couteaux. Sheila n'avait au final aucune blessure trop grave, mais elle était à présent totalement terrifiée par son propre enfant. Pour ce qui est de Brandon, du haut de ses 11 ans, il avait alors été arrêté et accusé de coups et blessures, de séquestration et d'intimidation. Il a par la suite passé quelques heures dans un centre pour mineurs et puis il est simplement rentré chez lui. Donc là c'est quand même fou parce qu'il a même pas passé 24 heures dans ce centre et au bout de seulement quelques heures, après avoir parlé à quelques personnes, on l'a laissé retourner dans sa maison, donc là où il y avait sa mère qu'il venait d'attaquer. Sheila avait elle à présent très peur pour sa vie, mais d'un côté, Brandon était son fils, il n'avait nulle part où aller, donc elle a accepté qu'il revienne à la maison et a alors continué à l'emmener en thérapie dans l'espoir qu'il aille mieux. Mais bon, malgré tout, eh bien, Brandon a continué à avoir des difficultés. D'ailleurs, à l'école, il était très souvent puni pour s'être battu. En 2014, il avait alors 13 ans et sa mère avait décidé de le retirer du système scolaire public et de commencer à lui faire l'école à la maison. Une assistante sociale se rendait alors à leur domicile chaque semaine pour surveiller que tout aille bien et Sheila, de son côté, faisait tout au jour le jour et essayait de prendre les meilleures décisions pour son fils. Est-ce qu'elle a pris effectivement les meilleures décisions pour Brandon? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle aurait dû le laisser dans l'école publique où il était? Peut-être. D'un autre côté, il semblait pas s'y plaire, il se battait énormément comme je vous l'ai dit, donc le retirer était peut-être une meilleure idée, mais dans tous les cas, une fois à la maison, il a quand même commencé à décrocher un petit peu des cours. Sa maman n'avait pas comme assez d'autorité sur lui pour l'obliger à travailler et au final, il a simplement arrêté totalement d'apprendre. Il n'avait donc même pas 15 ans qu'il ne faisait strictement plus rien de sa vie. Il ne sortait pas, il n'apprenait plus rien. Juste, il était dans sa chambre et avait donc énormément de temps libre. Sa santé mentale ne faisait que se détériorer, il n'avait absolument aucun ami et était trop jeune pour sortir et trouver un emploi. Il était donc simplement coincé à la maison sans rien d'intéressant à faire. C'est à ce moment-là qu'il a alors commencé à explorer des recoins sombres d'Internet. Sa mère s'est d'ailleurs vite rendu compte que Brandon était devenu obsédé par les fusillades de masse. Il faisait d'ailleurs énormément de recherches sur les armes, les fusillades, les tueurs et la violence, et je précise qu'il n'avait toujours pas 15 ans. En 2015, sa santé a été évaluée par la Riley's Children Foundation, et pendant ses séances psychiatriques, il a tout à fait été honnête au sujet de sa nouvelle obsession pour les fusillades de masse. Il n'a donc semble-t-il rien caché aux psychiatres et aux psychologues, et d'ailleurs chose quand même qui est un peu rassurante à ce moment-là, c'est qu'il a quand même dit que oui, il était obsédé par ces fusillades de masse,
mais qu'il ressentait de la compassion et de l'empathie pour la famille des victimes et pour les victimes elles-mêmes. De plus, il a aussi tenu à préciser qu'il ne se voyait pas du tout faire la même chose. C'était tout de même assez rassurant et d'ailleurs il a été souligné dans ses rapports médicaux qu'il avait fait preuve d'empathie. Alors, tout de même, quand on sait la suite, quand on sait ce qu'il va faire quelques années plus tard seulement, on peut se demander si Brandon était sincère dans ce qu'il avait dit ou s'il avait dit tout ça comme pour calmer les professionnels sur sa situation et rentrer chez lui au plus vite. Par la suite, au cours des années qui ont suivi, Brandon a décidé de ne plus prendre ses médicaments et s'était ensuite encore un peu plus isolé du reste du monde jusqu'à passer la plupart de son temps sur son ordinateur. Sheila, de son côté, continuait à avoir de l'espoir pour son fils, elle l'aimait et espérait que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Mais d'un autre côté, c'est vrai que son instinct de maman lui disait que son fils pouvait sans doute être capable de se faire du mal à lui-même ou de faire du mal à d'autres personnes. En soi, Sheila se sentait totalement coincée dans sa situation parce que son fils n'était pas du tout tendre avec elle, elle avait peur de lui même, donc elle n'osait pas trop s'affirmer, elle n'osait pas le punir parce que elle ne savait pas de quoi il était capable, mais d'un côté, il n'avait pas 18 ans, elle devait vivre avec lui, elle devait le protéger, c'était son fils unique. Voilà, c'était une situation très compliquée et il y avait comme personne qui l'aidait, les institutions étaient là quand elle faisait appel à elle, mais ça ne réglait pas forcément le problème. Et pour ce qui est des psychologues et des psychiatres, oui, ils avaient interrogé Brandon, ils avaient fait des rapports médicaux sur lui, mais à chaque fois, c'était comme si Brandon leur disait ce qu'il voulait entendre, et donc ils finissaient par dire à Sheila, vous inquiétez pas, votre fils va bien, tout ça, ça va passer. Mais non, ça ne passait pas. Mais à présent, on va donc se plonger dans la journée du 2 mars 2020 et à présent, Brandon avait 18 ans. Ce jour-là, il avait alors décidé d'acheter une arme. Là, ça peut paraître assez dingue, mais c'est sa propre mère qui l'a emmené au magasin Army Plus pour qu'il puisse se l'acheter. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi Sheila a décidé d'accompagner son fils. En fait, elle savait que Brandon avait 18 ans et que s'il le voulait, il pouvait s'acheter une arme seule n'importe quand. Elle s'était donc dit que, quitte à ce que son fils aille s'acheter une arme, autant qu'elle soit là pour qu'elle puisse surveiller quelle arme il achetait et combien il en achetait. Elle savait qu'il était extrêmement déprimé et elle craignait qu'il décide de mettre fin à ses jours. Mais donc, ce jour-là, Brandon a bel et bien acheté une arme. Par contre, la bonne nouvelle, si on peut dire ça comme ça, c'est que le magasin d'armes à feu ne vendait pas de balles. Ça voulait donc dire que Brandon avait un fusil mais aucune munition. Après ça, Brandon et sa mère étaient alors rentrés à la maison et la nuit était tombée. Dans la soirée, Sheila a alors décidé de s'isoler et elle a appelé les forces de l'ordre. Elle voulait prévenir que son fils perturbé venait d'acheter une arme à feu et leur avait fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité qu'il puisse mettre fin à ses jours. Heureusement, la police a pris cet appel très au sérieux et le lendemain, le 3 mars 2020, l'équipe mobile d'assistance aux victimes s'est présentée au domicile de Brandon et sa mère. Là, ils avaient alors menotté Brandon et lui avaient confisqué l'arme qu'il venait tout juste d'acheter. Par contre, à ce moment-là, une chose importante que l'équipe d'agents avait remarqué, c'est que Brandon n'arrêtait pas de regarder son ordinateur comme s'il ne voulait pas qu'on le saisisse. Évidemment, en voyant ça, les agents se sont posés quelques questions par rapport au contenu qu'ils pourraient trouver dans cet ordinateur et donc, ils ont décidé de le saisir. Brandon, de son côté, a lui été emmené dans un hôpital psychiatrique pour y faire une évaluation de sa santé mentale. Et j'ai envie de dire c'est encore une de plus parce qu'il en avait quand même subi plusieurs déjà à ce moment-là. Mais bon, Sheila, sa maman, de son côté, s'était quand même sentie rassurée parce qu'elle se disait que cette fois, ça allait peut-être être la bonne. Cette fois, des médecins allaient peut-être accepter de le prendre en charge et elle allait enfin pouvoir souffler. Mais bon, finalement, quelques heures plus tard, elle a reçu un appel téléphonique de l'hôpital lui demandant de revenir chercher son fils. Les rapports médicaux ont révélé que Brandon avait dit au médecin qu'il se sentait bien, qu'il n'avait pas de pensée noire et qu'il ne voulait pas mourir. Les médecins n'ont alors pas vraiment cherché plus loin et lui avaient alors permis de sortir. Sinon, pour ce qui est des recherches faites sur son ordinateur, les autorités ont noté que Brandon semblait avoir une très grande obsession pour Mon Petit Poney, ce qui était tout de même assez surprenant. Alors, Mon Petit Poney, c'est un dessin animé qui est souvent plus apprécié par les petites filles. Mais il faut savoir qu'il y a une grande communauté de jeunes garçons et d'hommes mûrs
qui en sont fans, et d'ailleurs ces garçons se font appeler les brownies. Alors pourquoi brownies? Il y a le bro de brother qui veut dire frère en anglais et le knees de ponies, donc voilà, les deux mots mis ensemble ça fait brownies. Bon, il faut savoir que le fait d'être fan de My Little Pony quand on est un brownie, ça va plus loin que simplement être fan d'un dessin animé. Et il faut savoir qu'il y a une grosse partie de cette communauté qui est constituée par des hommes vraiment dérangés. Il y a comme plusieurs profils qu'on peut retrouver dans cette communauté. J'ai pu voir des photos d'hommes qui s'habillent comme des bébés, qui prennent des jouets alors que c'est des hommes de 50 ans. Vous comprenez, je pense à quel point ça peut être malsain. Ça, c'est une partie des profils qu'on pourrait retrouver chez les brownies. Mais il y a aussi une autre partie qui est constituée d'hommes qui sont suprémacistes blancs. Pourquoi est-ce que des groupes de suprémacistes se sont affiliés à My Little Pony? Je ne sais pas, j'en ai strictement aucune idée. Mais en tout cas, les brownies sont très souvent soit des prédateurs sexuels, soit des suprémacistes blancs, soit les deux. C'est d'ailleurs une communauté qui est assez active en ligne et elle publie du contenu qui est extrêmement dérangeant là encore. Je peux pas vous mettre ici ce que j'ai pu voir. Vous pouvez faire vos recherches par vous-même, mais c'est sûr et certain que je ne peux pas poster ça sur YouTube. En fait, ce qui est assez fou, c'est que d'un côté, on peut trouver des dessins réalisés par des petites filles qui ont juste dessiné des poneys, mais d'un autre côté, on peut trouver des dessins de My Little Pony qui ont été dessinés par des hommes et qui ont été détournés de manière parfois pornographique ou même parfois juste pour prodiguer des insultes raciales, ce qui est totalement horrible. En tout cas, je pense que vous le comprenez, mais les hommes qui font partie de cette communauté sont extrêmement toxiques, parfois dangereux, et en plus de ça, ils savent que leur contenu sera vu par des enfants innocents qui, eux, sont simplement fans d'un dessin animé mettant en scène des poneys. Mais à présent, on va quand même en revenir à Brandon, qui se définit donc comme étant lui-même un brownie. Et il faut d'ailleurs savoir que Brandon avait lui-même 2 pages Facebook sur le thème de My Little Pony. Évidemment, on peut se demander dans quelle catégorie de brownie se trouvait Brandon. Est-ce que lui était simplement très fan du dessin animé? Est-ce qu'il faisait partie des prédateurs sexuels? Ou est-ce qu'il pouvait faire partie des suprémacistes? De voir tout ça en même temps. Pour essayer de comprendre ça, les autorités ont fouillé encore un peu plus dans son historique et on a pu voir qu'il avait visité énormément de sites web extrémistes et aussi qu'il avait visité énormément de sites parlant de fusillades de masse. Donc voilà, on peut comprendre pourquoi il a été attiré par cette communauté de My Little Pony parce que clairement, les adeptes sont eux aussi des hommes dérangés attirés par des choses dérangeante, voilà, et toxique. Grâce à toutes ces découvertes, la police avait par contre suffisamment de raisons pour faire confisquer l'arme de Brandon. Mais bon, au final, Brandon a simplement nié en bloc faire partie de tous ces groupes et il a pu être libéré et son arme lui a été rendue. C'est fou, surtout quand on sait que souvent les autorités américaines revendiquent le fait que, bien que les armes soient en vente libre, les personnes qui en achètent sont soi-disant soumises à de bonnes vérifications, notamment au niveau de la santé mentale. Alors évidemment, Brandon a toutes ses responsabilités par rapport à la suite des événements, mais je tiens à préciser que le système américain est également responsable. Brandon a été ni plus ni moins abandonné par le système. En Indiana, il existe d'ailleurs la loi du drapeau rouge, également connue sous le nom de loi Jake Laird, et il s'agit d'une loi qui avait été créée lorsqu'un policier avait été tué par un homme malade mental avec une arme qui avait pourtant été confisquée par les autorités peu de temps avant, mais qui avait fini par lui être rendue. À l'époque, il n'existait tout bonnement aucune loi qui permettait de confisquer une arme pour des causes de santé mentale. Cette nouvelle loi avait donc été créée pour ne plus que cela se reproduise, donc si les autorités avaient fait correctement leur travail, cette loi aurait dû être appliquée et l'arme n'aurait jamais dû être rendue à Brandon. Mais bon, je ne sais pour quelle raison ça n'a pas été fait et Brandon a donc été relâché. Pour rentrer un petit peu plus en détail sur ce que la police a tout de même fait, il faut savoir qu'ils lui ont fait passer un petit interrogatoire et on lui avait tout de même posé des questions, notamment par rapport à son obsession pour My Little Pony et aussi pour le fait que des gens, souvent dangereux et dérangés, étaient affiliés à My Little Pony. D'ailleurs, si on en croit le rapport, lorsque Brandon a appris que dans cette communauté, il y avait des hommes extrémistes, eh bien, il aurait été assez bouleversé, ou en tout cas, il aurait
fait croire qu'il était bouleversé par cette information. En fait, tout ce qu'il avait dit à la police, c'est que lui était simplement fan d'un dessin animé et qu'il ne savait pas toute la controverse qu'il y avait autour. Il a promis que de son côté, il n'avait jamais pensé à mal par rapport à ça et il a totalement nié avoir des liens avec ces personnes qui étaient notamment suprémacistes blancs. Les policiers avaient également demandé à Brandon ce qu'il voulait faire de son fusil qui lui avait été confisqué. Et à ça, Brandon avait simplement répondu qu'il ne voulait plus de ce fusil de toute façon, qu'il pouvait le garder et qu'il pouvait même le détruire. Il a également tenu à préciser devant les policiers qu'il n'était pas déprimé et qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser l'arme à des fins criminelles. Il a simplement affirmé avoir acheté cette arme pour aller chasser avec un de ses amis, mais qu'à présent, il n'en avait plus envie. Et il dira d'ailleurs qu'à présent, il voulait simplement se concentrer sur l'amélioration de sa vie, notamment en obtenant son diplôme d'études secondaires et peut-être en se trouvant un petit travail par la suite. En fait, quand on y pense, il a simplement fallu à Brandon de dire aux policiers ce qu'il voulait entendre pour être rassuré, pour que simplement on le croie, qu'on le libère et qu'on lui rende encore une fois son arme. Donc voilà, après ça, il était enfin libre et il est retourné vivre avec sa mère. Et c'est vrai que dans un premier temps, eh bien, les choses vont tout de même s'améliorer. Brandon a commencé un nouvel emploi chez FedEx, une société de livraison, et il gagnait à présent son propre argent. Grâce à ça, il a commencé à sortir davantage de chez lui et il a commencé à se réintégrer au sein de la société. Sa mère semblait enfin souffler un peu et espérait alors que tout allait changer pour le mieux. Mais bon, malheureusement, ce sera loin d'être le cas. En 2021, Brandon a reçu un chèque de 3 000 $ de la part du gouvernement américain. Il s'agissait d'un chèque de relance qui avait pour but de relancer l'économie. Mais en lui versant cet argent, l'État a simplement permis à Brandon d'avoir assez d'argent pour mettre en place son plan macabre. Dès qu'il a reçu ces 3 000 $, Brandon s'était alors acheté 2 nouvelles armes qu'il a achetées, je précise, en toute légalité malgré ses problèmes de santé mentale. Il faut d'ailleurs savoir qu'en 2021, Brandon était dans un état mental pire que jamais. Il avait soudainement arrêté de se présenter au travail et en soi, il avait totalement arrêté de sortir de sa chambre. Il semblait aussi être extrêmement en colère au point qu'il avait décidé d'appeler le FBI et de leur crier dessus. Au téléphone, il avait dit aux agents être en colère contre eux car il l'avait accusé d'être un danger public et même d'être un possible néo-nazi. Brandon leur dira également qu'il rêvait depuis toujours d'intégrer l'armée, mais qu'à cause de toutes ces accusations, ils avaient ruiné toutes ses chances. Suite à tout ça, au mois de mars 2021, Sheila, la mère de Brandon, l'avait emmené à la clinique Midtown Westside pour une consultation d'urgence. Ils étaient alors restés assis dans la salle d'attente pendant des heures en attendant de voir un professionnel de la santé, mais malheureusement, ce jour-là, la clinique manquait de personnel et ils n'ont pas pu en voir du tout. Au final, quelques semaines plus tard, à la fin du mois de mars, Brandon a enfin pu rencontrer un autre professionnel de la santé mentale et il lui avait alors expliqué à quel point il était en colère et il dira même avoir essayé de mettre fin à ses jours après avoir appelé le FBI. Suite à ça, le psychiatre a mentionné dans le dossier médical de Brandon qu'il pouvait représenter un risque pour lui-même et pour les autres et qu'il manquait d'empathie. Le psychiatre a d'ailleurs semblé prendre la situation très au sérieux et avait décidé de programmer plusieurs séances avec Brandon pour pouvoir s'occuper de lui le mieux possible. Mais malheureusement, ça faisait des années que Brandon avait besoin de ce soutien et à présent, il était déjà trop tard. Plongeons-nous à présent 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le jeudi 15 avril 2021. En début de soirée, Sheila est rentrée du travail, Brandon était à la maison comme toujours, mais il paraissait différent. Il semblait de bonne humeur, ce qui n'arrivait pas très souvent. Au cours des derniers mois, il avait vraiment eu du mal à sortir de son lit, mais ce jour-là, il était levé et il était dans le salon. Il avait même pris le temps de manger avec sa mère et une fois qu'ils ont eu fini de manger, Brandon avait demandé à sa maman si elle pouvait lui couper les cheveux, ce qu'elle a fait. Après ça, Brandon avait décidé de prendre un bain chaud et puis tous les deux étaient allés se coucher, ou du moins c'est ce que Sheila
pensaient. En réalité, à 23 h ce soir-là, Brandon a été filmé par des caméras de sécurité alors qu'il se garait sur le parking du centre FedEx SmartPost où il travaillait avant. Il avait apporté ses 2 fusils avec lui et était rentré à l'intérieur du bâtiment où ses ex-collègues étaient encore en train de travailler. Une fois à l'intérieur, il avait alors ouvert le feu sur les travailleurs. Il n'avait clairement aucune cible précise mais tirait simplement au hasard dans la foule. Il faut d'ailleurs savoir que sur place, les travailleurs n'avaient pas le droit à leur téléphone, donc lorsque Brandon leur tirait dessus, tout ce qu'ils pouvaient faire c'était courir et se cacher, ils ne pouvaient pas appeler à l'aide eux-mêmes. Le 911 a tout de même reçu des appels de plusieurs personnes signalant une fusillade et d'ailleurs souvent les gens disaient qu'il y avait 2 tireurs tellement il y avait beaucoup de coups de fusil mais en réalité il n'y avait que Brandon qui avait 2 fusils. Mais en tout cas, en attendant que la police arrive, Brandon avait continué à semer la terreur dans tout le bâtiment. Par la suite, il s'était même dirigé vers le parking et une fois dehors, il s'était mis à tirer sur les gens qui tentaient de fuir. Il savait à présent que les secours allaient arriver, alors il a pris son arme, l'a retournée contre lui et a mis fin à ses jours. Lorsque la police est arrivée sur place, les agents l'ont retrouvé inanimé au sol. Ils vont d'ailleurs noter que Brandon portait un t-shirt My Little Pony à l'effigie de son personnage préféré. D'ailleurs, il faut savoir que moins d'1 heure avant la fusillade, il avait publié un message sur sa page Facebook dans lequel il parlait d'une certaine Applejack qui est l'un des personnages principaux de My Little Pony. Le message disait « J'espère pouvoir être avec Applejack dans l'au-delà. Ma vie n'a aucun sens sans elle. S'il n'y a pas d'au-delà et qu'elle n'est pas réelle, alors ma vie n'a jamais eu d'importance de toute façon. » Et à ce post, il a lié une photo de son fusil de chasse. Au final, Brandon a tué 8 personnes innocentes dont l'âge varie entre 19 et 74 ans. 4 victimes ont été retrouvées mortes à l'extérieur du bâtiment et 4 autres ont été retrouvées à l'intérieur. De plus, 5 autres personnes ont été blessées, mais heureusement, elles s'en sont sorties. Il n'y a évidemment eu aucun procès vu que Brandon a mis fin à ses jours, et c'est donc malheureusement comme ça que se termine cette histoire. Il y a eu tellement de signes avant-coureurs, la mère de Brandon a vraiment essayé que son fils soit pris en charge et les autorités ont fait le strict minimum. Je ne défends pas Brandon, ce qu'il a fait est impardonnable, il a enlevé la vie de 8 personnes innocentes, mais l'État n'a pas fait assez pour le protéger de lui-même non plus. Et je vais terminer cette vidéo en citant le nom des 8 victimes. Alors, il y a eu Matthew R. Alexander, 32 ans, Samaria Blackwell, 19 ans, Amarjit Johal, 66 ans, Rasvinder Kaur, 50 ans, Raswinder Singh, 68 ans, Amarit Sekon, 48 ans, Carly Smith, 19 ans et John Wizard, 74 ans. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. Vraiment, je trouve que la vie de Brandon est très énigmatique, même si on a beaucoup de choses. J'arrive absolument pas à le cerner, j'arrive absolument pas à savoir si il a menti toutes ces fois aux professionnels de la santé, s'il avait de l'empathie, s'il n'en avait pas. Dans tous les cas, c'était effectivement un garçon très perturbé. Je me demande aussi si il avait une réelle passion pour My Little Pony, le dessin animé en lui-même, ou s'il aimait la communauté d'hommes autant dérangés que lui qui en font partie. Son dernier message où il parle de retrouver Applejack au paradis parce que sans elle, sa vie n'a aucun sens, c'est quand même un peu bizarre et ça montre qu'il était très fan de ce dessin animé, qu'il les voyait peut-être comme des vraies personnes, des vrais amis, bien que ce soit des poneys en dessin animé. Mais voilà, on sent quand même que quelque chose n'allait pas. Oui, il y avait peut-être un manque d'empathie, mais aussi quelque chose n'allait pas au niveau de la réalité, parce que clairement, on ne peut pas imaginer réellement que les poneys de My Little Pony sont réels. En tout cas, j'ai très hâte de vous lire en commentaire, de voir ce que vous en avez pensé, quelles sont vos théories, mais n'oubliez pas évidemment de rester respectueux. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!